Attention, cet épisode contient la fin d'un monde et le début d'un autre. Un choc d'une violence inouïe comme la Terre n'en a connu que peu au cours de son histoire. Quand on parle astéroïde ou météorite, le truc qui apparaît le plus souvent à l'écran est le très photogénique météore-cratère. Ce trou d'1,2 km de diamètre et profond de 190 mètres a été formé il y a environ 50 000 ans par une météorite d'environ 50 mètres et d'une masse de 300 000 tonnes, le poids de 30 tours Eiffel. Elle est venue percuter la Terre à la vitesse de 13 km/s, 46 800 km/h, soit 130 fois plus rapide qu'un TGV. La collision a dégagé une énergie considérable, équivalente à 150 fois la bombe d'Hiroshima, éjectant et arrachant du sol environ 175 millions de tonnes de roches, ensuite éparpillées sur une surface grande comme 2,5 fois Paris. La chaleur et le souffle engendrés par la collision ont probablement détruit toute forme de vie dans un rayon de 4 km, avant qu'une onde de choc se déplaçant à la vitesse de 2000 km/h poursuive le travail sur environ 20 km. La fréquence de ce type d'événement est de l'ordre de 1 tous les 300 ans, et tout ceci n'est rien comparé à ce qui est déjà arrivé et ce qui pourrait arriver de nouveau. Car météore-cratère est à un impact de grande ampleur ce qu'un pée-de-mouche est au réacteur de la fusée Ariane. La mouche qui pète. Pour s'en convaincre, on va utiliser les simulateurs d'impact de météorites qui existent aujourd'hui et nous intéresser à ce que nous verrions si nous étions présents lors d'un événement sensiblement semblable à celui que l'on pense responsable de la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. L'objet dont on parle est une météorite de 12 km de diamètre, tombée au niveau de ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique, quand la Terre ressemblait à ça. Mais dans notre cas, par souci de proximité géographique, nous allons faire tomber le nôtre dans l'Atlantique à 500 km de Lisbonne. D'où on va dans un premier temps, disons, profiter du spectacle. Donnons à notre météorite un petit nom, au hasard, Plume. Comme son illustre ancêtre, Plume est en quelque sorte une enclume gigantesque, à la densité pas si éloignée que ça de la fonte. Un beau bébé de 12 km. De quoi recouvrir Paris intramuros. Elle va venir percuter la Terre, selon un angle de 45 degrés, à la vitesse de 17 km par seconde, soit plus de 61 200 km/h. Plume rentre dans l'atmosphère en hurlant avant de finir sa course, ici, à 500 km de nous. Chauffée à blanc par les frottements, Plume va vaporiser en un clin d'œil les 2 km d'océan qui la séparent du plancher océanique, avant de le vaporiser à son tour, rien que ça. Transformant presque instantanément près de 6000 km3 de roches en magma informe expédié dans l'atmosphère à des vitesses supersoniques. Quand comme Plume on pèse plus qu'une montagne et qu'on se déplace 17 fois plus vite qu'une balle de fusil d'assaut, eh bien au point d'impact on laisse quelques traces. Par exemple un trou béant de 35 km de profondeur pour 200 km de diamètre. Un trou de la taille de la Belgique et 3 fois plus profond que la fosse des Mariannes. Puis le trou sera en partie rebouché par les éjections qui vont retomber dedans. Une cicatrice que le temps se chargera d'effacer. Il faut imaginer qu'au moment où Plume rentre en contact avec l'eau, le sommet de l'astéroïde se trouve encore à 12 000 mètres d'altitude, plus haut que la hauteur de vol des avions de ligne modernes. L'énergie dégagée par le choc est telle que l'océan est vaporisé et se met à bouillir sur une centaine de kilomètres. Si vous vous étiez trouvé à disons une dizaine de kilomètres du point d'impact, vous auriez été vaporisé comme une vulgaire goutte d'eau à la cour, avant même que l'information ne parvienne à votre cerveau. Pour faire simple, dans un rayon de 250 km autour du point d'impact, la limite de la boule de feu, toute survie est impossible. Heureusement, nous sommes à Lisbonne, à 500 km de là. Pour nous, durant les 6 premières secondes qui suivent la collision, pas de changement notable. Si ce n'est une très jolie boule de feu que l'on voit se lever à l'horizon. Une boule de feu de 100 km de rayon et qui nous apparaît dans le ciel 80 fois plus grosse que le soleil, avec une intensité lumineuse 600 fois supérieure. Éblouissant. Une fois ces 6 secondes passées, ça commence un peu à chauffer, car le rayonnement thermique nous parvient et ses effets sont des plus déplaisants. L'herbe, les feuilles, le papier et même vos vêtements s'enflamment. C'est un véritable brasier et vous souffrez de brûlures au 3e degré sur tout le corps. Si malgré tout vous êtes encore vivant, environ 1 minute 30 plus tard, il va falloir composer avec l'arrivée d'une secousse sismique bien au-dessus des plus puissants séismes mesurés à ce jour. Puis, environ 6 minutes après l'impact, c'est au tour des blocs arrachés à la croûte terrestre d'arriver. Des trucs comme ça, des bombes volcaniques. À 500 km de distance, le volume moyen de ceux qui nous parviennent est de l'ordre de la taille d'un minibus. Avec pour accompagner tous ces trucs qui zèbrent le ciel, une pluie de cailloux brûlants qui vient achever ce qui reste de la ville. Brûlé, secoué, écrasé, mais toujours vivant. Le mieux est encore de rester où vous êtes, car même en prenant un avion de chasse, vous seriez incapable de fuir le souffle qui vous attend. 12 minutes après l'impact, c'est le front d'air qui vous parvient, et vous ne l'entendrez pas arriver, car celui-ci se déplace à 2800 km/h, 2 fois plus vite que le son. Une onde de choc qui charrie avec elle des débris se déplaçant eux aussi à des vitesses supersoniques. Ce souffle d'air a la consistance du béton. La pression qui s'exerce en son front est 12 fois plus élevée que la pression atmosphérique. Le bang qui s'ensuit est d'une violence inouïe, car si vous avez vu l'explosion, vous ne l'aviez pas encore entendue. 120 décibels viennent chatouiller vos oreilles en continu. La sensation d'être assis à côté d'un avion en réaction au décollage. 90% des arbres se couchent. Les voitures se soulèvent et s'envolent. L'acier se tord. Tout ce qui est encore debout est balayé. Et vous avec. Est-ce parce qu'une météorite met le feu qu'on parle d'extinction d'espèces ?
En tout cas, d'ici 1 heure, une vague dont la taille est estimée entre 300 et 600 mètres va se charger de mettre fin au brasier. Puis continuera sa course en s'enfonçant dans les terres en Europe, mais aussi en Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique. C'en est fini Lisbonne, mais histoire de prolonger l'épisode, téléportons-nous à Paris, à 2500 km de là. Ici, c'est une chance, la boule de feu est en dessous de l'horizon. La Terre étant ronde, vous êtes protégé du rayonnement thermique direct. Pas de brûlure, dans un premier temps. Pendant les 8 minutes 30 qui suivent l'impact, rien ne se passe. Jusqu'à ce que les ondes sismiques nous parviennent. Cette fois encore, les secousses sont plus puissantes que le plus puissant des séismes jamais enregistrés. 10,2 sur l'échelle de Richter. Vous passerez 7 minutes à trembler comme jamais, puis les premières éjections feront leur apparition dans le ciel de Paris. Des fragments de roches incandescentes de la taille de boules de pétanque tombent de ci de là. Ce sont pour partie des tectites, morceaux de roches fondues à l'aspect de verre, éjectés par la violence du choc à plusieurs milliers de kilomètres du cratère. Tout ceci accompagné d'une pluie de cendres brûlantes qui va bientôt recouvrir toute la ville d'un manteau gris d'une dizaine de centimètres. Cette fois, le bang sonore vous parviendra avant le souffle d'air. Un mur de son aussi bruyant qu'un marteau-piqueur viendra couper court à toute conversation, puis continuera à progresser tout en perdant de sa puissance, au point qu'à Shanghai, à 10 000 km de là, le son se fera entendre comme un vrombissement continu. À Paris toujours, 2 heures après, le souffle d'air aura fini de parcourir les 2500 km qui vous séparent du point d'impact, et frappera la ville à 300 km/h. Puis 3 heures plus tard, une onde d'eau d'une soixantaine de mètres va venir tout emporter. Les jours qui suivent, toute la Terre est recouverte d'un épais manteau de cendres. Des tempêtes de poussière brûlante et des feux de forêt gigantesques balayent les régions du globe, même éloignées de 10 000 km du point d'impact. Les cendres en suspension dans l'atmosphère bloquent les rayons du soleil. Pendant des mois, la Terre subit des pluies suffisamment acides pour brûler la peau. Du fait de la violence de l'impact, de nombreux volcans se réveillent. Les plantes se meurent et la température moyenne du globe chute de 10 degrés pendant une décennie. Vu de l'espace, notre Terre ressemble alors à ça. L'hiver succède à l'enfer. Parlons un peu énergie. En tout, Plume a vaporisé 6000 km3 de roches, un volume équivalent à 2 fois le lac Victoria. L'énergie libérée est de 10 puissance 24 joules, soit 2,5 fois 10 puissance 8 mégatonnes de TNT. Pour donner une image qui parle, sachez qu'une mégatonne de TNT correspond à l'énergie libérée par l'explosion d'1 million de tonnes de TNT. Si ça ne vous parle toujours pas, une autre façon de se le représenter est d'imaginer des tas. Si vous faites un tas de TNT gros comme la pyramide de Khéops et que vous le faites péter, eh bien pour dégager autant d'énergie que Plume, il faudrait faire péter 50 millions de tas gros comme cette pyramide. Une autre façon de se représenter tout ça est d'imaginer que l'énergie libérée en une fraction de seconde par Plume est à peu de choses près équivalent à l'énergie reçue par la Terre en 42 jours d'ensoleillement. C'est aussi 1 million de fois l'énergie libérée par l'éruption du Krakatoa, une des plus violentes éruptions volcaniques de mémoire d'homme. Ou encore 10 fois l'énergie contenue dans toutes les réserves de gaz, de pétrole et de charbon sur Terre. Bon, après cela ne représente qu'une seconde de l'énergie envoyée par le Soleil dans l'espace. Bref, contentons-nous de dire que l'énergie libérée par l'impact est à une bombe atomique, ce qu'une flamme de briquet est à un dragon sous stéroïdes passablement énervé. Il faut savoir que l'intervalle moyen de temps pour un impact de cet ordre est de 100 millions d'années, et que paradoxalement, cela peut être une chance. Car si suite à un impact de ce type, il y a 66 millions d'années, 75% des espèces terrestres et 10% des espèces marines ont disparu, cette fin du monde a été le début d'un autre pour les mammifères, qui vont prendre la place laissée vacante par les dinosaures disparus. Pendant les 10 millions d'années qui suivent le cataclysme, les mammifères restent relativement petits. Au début du tertiaire, si vous aviez la taille d'un lynx, vous étiez le roi. Puis ce sera la course au gigantisme. Pendant un temps, il y eut des cochons d'Inde de la taille de rhinocéros, et des rhinocéros de la taille de maison. En Amérique du Sud, on a retrouvé une espèce apparentée au raton laveur et de la taille d'un ours. Pour découvrir une sélection arbitraire de ces créatures, vous pouvez jeter un coup d'œil à notre épisode sur les animaux trop cool qui ne sont pas des dinosaures. Et si, vous aussi, vous voulez vous amuser à voir les effets que peut avoir un impact cosmique, en fonction des caractéristiques de l'objet, on vous a mis dans la description les liens vers les simulateurs d'impact de différentes universités, qui vous proposent de paramétrer vous-même votre cocktail explosif. Sur ce, on vous dit...